Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, les conséquences du changement climatique sur la production de semences. Les semences, ce sont les graines qu'on sème, c'est bien de le rappeler. AXA Climate, à la demande de SEMAE, l'interprofession des semences et plants, vient de réaliser une étude sur l'évolution de plusieurs filières françaises de production de semences. Sans vous spoiler complètement, on peut parler d'une forte augmentation des risques entre 2030 et 2050 liés à la chaleur, au manque d'eau notamment. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Franck Prunus nous accompagne, il est le directeur des services à la filière SEMAE, donc cette interprofession des semences et des plants. Bonjour Franck Prunus. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Luc Jacquet nous accompagne également, agriculteur multiplicateur dans l'Yonne et vice-président de la FNAMS, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Bonjour Luc Jacquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. On va faire un peu de pédagogie, Franck Prunus, si ça ne vous dérange pas rapidement. C'est quoi la production de semences, très concrètement ? Alors c'est relativement simple. Tout ce que vous mangez, à peu près, vient d'une semence. Puisque tout est issu d'un végétal, même si c'est un steak. Au départ, finalement, il y a bien l'herbe qu'a mangé la vache. Et c'est pareil pour la carotte, l'huile de votre tournesol, pareil. Tout ça vient d'une semence. Donc la semence est absolument fondamentale et la base de toute l'alimentation, mais aussi des paysages et des écosystèmes. Donc c'est un élément fondamental. C'est le produit qui va régir à peu près tout ce qui concerne, comme je le disais, essentiellement nos alimentations. Donc, produire des semences, c'est l'acte fondateur de cette démarche. Et c'est un problème de quantité à la base et de qualité. Puisque quand on crée des semences, le but du jeu, c'est d'en avoir assez pour que les agriculteurs puissent produire notre nourriture, mais qu'elles soient aussi qualitatives et qu'elles commencent par germer, tout simplement. Merci pour cette explication. Luc Jacquet, je le disais, je vous ai présenté comme agriculteur multiplicateur. C'est vrai que la filière, elle regroupe plusieurs catégories d'acteurs, celles qui produisent les semences, les multiplicateurs. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus ? On arrêtera peut-être après pour la pédagogie, Luc Jacquet, mais c'est quand même bien de faire un point aussi. C'est quoi un agriculteur multiplicateur ? Voilà, expliquez-nous rapidement. Alors en fait, il y a les établissements qui créent la génétique, qui créent la semence, les nouvelles variétés, nous donnent à semer leur production, leur semence, et comme un cycle de production classique pour du grain, pour faire de la farine par la suite, lors de la récolte de cette graine-là, on la revend à notre demandeur d'ordre, notre établissement, et avec cette graine-là, il la trie, il la travaille un petit peu pour la revendre à nos collègues agriculteurs. Donc plusieurs acteurs, et c'est important de le préciser. Franck Prunus, pourquoi la SEMAE elle a commandé cette étude ? Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir ? Qu'est-ce que vous vouliez savoir ? Alors, le rôle de SEMAE, qui est l'interprofession des semences, donc qui fédère tous les acteurs qui sont concernés par le sujet, c'est entre autres, d'anticiper et de réfléchir à l'avenir. Donc parmi tous les sujets, il est évident que le sujet des dérèglements climatiques, on ne pouvait pas passer à côté, il est essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est toujours ce même objectif, être en capacité de s'assurer que notre filière arrivera toujours à produire les semences en quantité et en qualité pour nourrir les Français, et plus que ça, puisque la France a cet atout, c'est que nous sommes extrêmement exportateurs. En plus de produire pour les Français, on produit beaucoup plus, puisqu'on est premier exportateur mondial dans ce domaine. On va en parler pour rester sur ces effets du réchauffement climatique. Vous, ça fait combien de temps que vous les constatez déjà actuellement ? Alors, nous, je dirais que c'est presque plus les agriculteurs comme Luc qui pourraient en témoigner, mais on a déjà des retours fréquents d'agriculteurs depuis 5-10 ans sur le fait que des pratiques doivent changer, que les espèces ou les variétés sont plus toujours totalement adaptées. Donc, il y a un travail, un continuum dans la recherche, puisque c'est un secteur dans lequel il y a énormément d'innovation. Il y a un continuum dans la recherche pour justement adapter les variétés et retrouver celles qui l'ont été pour réussir à contrer ou atténuer les effets indésirables de ce dérèglement. Luc Jacquet, oui, c'est vrai. Est-ce que vous les constatez déjà, finalement, ces effets du réchauffement climatique ? Et voilà, vous parlez de variété. Je ne sais pas, la vulnérabilité, elle est aussi propre à chaque filière, chaque stade de développement. Voilà, c'est pas tout le monde peut-être qui constate exactement les mêmes effets pour l'instant. En effet, les effets sont très variables d'une région à l'autre, d'une production à l'autre. Je suis dans une zone, ce qu'on appelle intermédiaire, avec peu de réserves d'eau dans le sol. Et en fait, dès qu'il y a pendant 15 jours ou un mois d'un stress hydrique, enfin sans pluie, on voit l'impact tout de suite sur la culture.
Ces effets-là, moi, je les ai observés, enfin, le premier à coup, c'était en 2003, lorsqu'il y a eu un gel complet des cultures d'automne, donc les blés, les orges, heu, en mois de décembre, janvier. Un deuxième coup en février et ensuite il y a eu une sécheresse, ce qui fait que la récolte 2003 était catastrophique. Et puis voilà, ensuite, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, j'ai eu plusieurs accidents climatiques, de la grêle alors que j'en avais jamais eu et voilà, au bout de 10 ans, un constat que l'on faisait avec mon père, c'est qu'en 10 ans de carrière, j'avais plus d'accidents climatiques que tout au long de la carrière de mon père. Ça, c'était le premier constat et voilà, 2008, je me dis: «Bon, le réchauffement climatique, ça existe bien, on est particulièrement sensible dans certaines régions» et on a essayé de mettre des adaptations techniques, avec des changements de pratiques, en ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert, pour essayer de conserver un maximum de temps la fraîcheur. Ça, c'est intéressant. Vous avez déjà essayé évidemment de vous adapter, de trouver des solutions. On va y revenir. Franck Prunus, la première chose dont a parlé Luc Jacquet, c'est l'eau. Je crois que cette étude nous dit justement que la disponibilité de l'eau, c'est voilà, c'est presque le risque numéro 1, c'est ça, aujourd'hui et demain pour les semences. Très clairement, à travers l'outil que nous avons développé, on est en capacité d'analyser la problématique à aujourd'hui, à 2030, 2040, 2050, et sur des zones géographiques très serrées. Donc on voit une hétérogénéité énorme, mais on voit quand même un élément qui ressort de façon générique. Ça, c'est celui qui concerne tout le monde, Oui, presque. clairement, c'est l'eau. C'est pas une surprise extraordinaire, malheureusement. Si on mesure ça en niveau de risque, on considère que l'eau représente la moitié du risque inhérent à la production de semences sur le territoire français. Et ça, aujourd'hui, c'est déjà le cas, et ça sera encore plus sensible sur le 2030 et 2050. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à aujourd'hui, le deuxième risque le plus prégnant, c'est les problèmes de gelée. Donc vraiment des problèmes de froid qui arrivent essentiellement au printemps. Regardez cette semaine, je crois que c'est parlant. Mais dès 2030 et a fortiori à 2050, le deuxième risque derrière l'eau, ça sera bien la sécheresse. Donc les problématiques de températures très élevées qui elles aussi entreront des grilles de plantes tout simplement. Luc Jacquet a commencé à parler de solutions aussi, de choses que font déjà aujourd'hui ces agriculteurs multiplicateurs. Vous, Franck Prunus, voilà, on commande cette étude, on fait le constat, et ensuite derrière, qu'est-ce qu'on fait, vous, en tant que responsable? Voilà, est-ce que les solutions, vous les avez déjà? Je sais pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire là actuellement? Alors, nous, en tant qu'interprofession, notre principe, c'est de regrouper tous les acteurs pour qu'on en discute ensemble et que les solutions, elles sortent de façon réfléchie et commune. Et les pistes, elles sont évidentes. Il y en a qui sont agronomiques, changer certaines pratiques agricoles, d'autres qui vont être génétiques, apporter des nouvelles variétés qui s'adaptent à ces problématiques, plus résistantes à la sécheresse, évidemment, mais aussi, on oublie... Ça existe ? Mais c'est déjà un gros travail qui est fait par les sélectionneurs de variétés, d'avoir des plantes qui sont de plus en plus résilientes à ces problématiques-là. Mais aussi, par exemple, demain, on va voir arriver des nouveaux ravageurs, des nouveaux insectes qui vont venir manger nos cultures, ou des nouvelles maladies, des champignons. Et ça, il faut aussi s'adapter. Et donc là, ça peut aussi être une solution apportée par la génétique que d'avoir des plantes qui résistent sans avoir besoin de leur apporter des béquilles chimiques, par exemple, et qu'elles se débrouillent toutes seules. Alors, il y a ces pratiques agronomiques, il y a ces pratiques variétales, mais il y en a d'autres. Ça peut être aussi des évolutions réglementaires, de la diffusion de bonnes pratiques, parce que Luc en a parlé, tout le monde n'a pas forcément intégré ces éléments-là. Donc il y a aussi un gros travail de pédagogie, d'accompagnement, d'essai pour mettre en place des solutions qui puissent fonctionner. Qui plus est, comme les problématiques ne sont pas les mêmes partout, il va falloir avoir à peu près à chaque endroit et pour chaque espèce des solutions à apporter. Il n'y a pas de solution générique, il n'y a pas de miracle. Luc Jacquet, vous êtes d'accord avec ça? Des solutions pour chaque variété, chaque territoire. Les solutions, vous les avez, il faut juste les mettre en place, les adapter, anticiper. On a quelques solutions que l'on cherche, on essaie d'ajuster nos pratiques, mais il n'y a rien, comme disait Franck, il n'y a rien de garanti. Chaque espèce que l'on cultive, on a une méthode un petit peu différente, donc c'est que de l'ajustement en permanence. Et comme on dit, c'est un vieux dicton qui a toujours existé, les années se suivent et ne se ressemblent pas, donc on n'a pas de formule miracle. Ni sur un territoire, ni sur un autre. Et la diversité de l'agriculture en France et à travers le monde fait que nous sommes tout le temps en train de chercher des solutions nouvelles.
Vous parliez de la place de la France, Franck Prunus. C'est vrai qu'à terme, c'est quoi? C'est la souveraineté française pour certaines semences qui pourrait être menacée? Complètement. Oui. Complètement. Là, notre sujet est complètement lié à cette fameuse souveraineté alimentaire. C'est un objectif, mais je tiens à préciser quand même que ce travail, on ne va pas que noircir le tableau, il nous apporte aussi quelques éléments intéressants. C'est que à aujourd'hui, on a un paysage français qui est ainsi fait avec une localisation des productions. Cet outil il nous permet aussi d'identifier des endroits où aujourd'hui une espèce n'est pas produite, où elle pourrait l'être demain. Donc il y a aussi des possibilités. Ou inversement, une région sur laquelle on ne peut plus produire une espèce, on pourra peut-être en produire une autre. Donc on voit aussi des opportunités qui se lèvent. Et enfin, peut-être la possibilité de voir la possibilité de produire des espèces qui ne le sont pas sur le territoire français à aujourd'hui. Le changement, il est possible là d'ici à 2050, puisque là, c'est les résultats, si jamais rien n'était fait, on est d'accord. Alors, c'est toute chose égale par ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que si justement, là, les mesures que l'on a fait, qui sont assez alarmantes, c'est si on fait rien. Et le but du jeu, c'est de trouver les moyens de se donner pour, à minima, atténuer ces problématiques. Pour rester le premier producteur européen, le premier exportateur mondial. Mondial, effectivement. Luc Jacquet, pareil, vous êtes d'accord avec ça, avec Franck Prunus? Totalement. On doit vraiment évoluer nos pratiques et pour pouvoir répondre aux attentes des marchés. Et faire de la pédagogie, Franck Prunus, peut-être, c'est vrai que je le disais en début d'émission, on a commencé en disant que c'était peu connu finalement cette filière, cette production de semences. C'est pour ça qu'on vous invite aussi aujourd'hui. C'est important d'en parler. La souveraineté alimentaire, on en a beaucoup parlé avec les agriculteurs ces derniers temps. C'est important de parler des semences. Ça nous paraît essentiel, comme je vous l'ai expliqué au début, parce que c'est à l'origine de tout, et aussi parce que c'est un secteur qui va apporter beaucoup de solutions. C'est pas un secteur qui apporte des problèmes, il apporte plus des solutions. Donc autant les utiliser, les mettre en place. Et c'est aussi un secteur, si on revient à des aspects purement économiques, c'est un secteur qui embauche, c'est un secteur qui a besoin de bras et qui est méconnu aussi des jeunes. Donc nous avons aussi beaucoup d'actions pédagogiques pour faire connaître les métiers de cette filière, parce qu'il y a des très beaux métiers dans ce secteur-là et qui cherchent des preneurs. Vous parliez de réglementation aussi. Je vais terminer avec Luc Jacquet en quelques secondes. Si jamais vous deviez demander quelque chose, une mesure aujourd'hui gouvernementale sur ce sujet, ce serait quoi, Luc Jacquet? Sur le climat, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est relancer le débat sur l'irrigation, si ce n'est nous autoriser à faire évoluer nos pratiques au niveau... Quand vous parlez d'autorisation... Voilà, pour pouvoir arroser, pour pouvoir faire des réserves d'eau, parce que cet hiver, on a constaté dans quasiment toute la France des volumes d'eau énormes. Malheureusement, ça repart à la mer. On ne peut pas les conserver, ces volumes. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, il y a nos pratiques qui doivent évoluer. Comme disait Franck, il faut beaucoup de pédagogie vers les collègues pour pouvoir apporter quelques solutions. Mais ces solutions, elles ont des conséquences, notamment dans l'ensemble de nos pratiques. En fait, l'agriculture, on est loin de l'industrie où on maîtrise complètement les paramètres en industrie. L'agriculture, le climat influe beaucoup sur le sol, sur la biodiversité, et donc sur nos pratiques. Et nous faisons de l'ajustement en permanence. Alors pour revenir à la réglementation, à ce que vous pourrez faire l'État, c'est nous laisser un peu plus d'amplitude pour pouvoir travailler et pouvoir s'adapter à ces changements climatiques. Faire davantage confiance, c'est ça, c'est ce que pourrait faire l'État demain, Franck Prunus? Faire davantage confiance aux acteurs de la filière. Mais les acteurs se sont largement pris en main depuis longtemps dans ce secteur-là. Il y a un énorme savoir-faire français, il y a des compétences, il y a des dynamiques économiques, il y a des très belles entreprises. Il y a beaucoup d'acteurs sur tout le maillage du territoire. C'est aussi bien de la multinationale que des acteurs locaux, voire cantonaux. Donc il y a vraiment un savoir-faire qui a besoin d'être local et qui l'est aujourd'hui. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Franck Prunus de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur des services de la filière SEMAE. Luc Jacquet, agriculteur multiplicateur dans l'Yonne et vice-président de la FNAMS. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir dans Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.